Vous des grandes questions de votre apéro philo du samedi 19h. Ce soir, nous allons nous demander pourquoi les théories du complot fascinent-elles. On va se le demander avec Bruno Gollnisch, qui est député européen, membre du bureau politique du Front National, et puis auteur, notamment, c'est un ancien universitaire qui a écrit beaucoup, La réaction, c'est la vie. L'historien Marc Nobel, qui lui a beaucoup écrit justement sur le conspirationnisme notamment, L'Internet de la haine, c'est son dernier livre aux éditions Berg. Et puis l'essayiste Alexandre Adler, qui vient de publier un livre d'actualité, Le califat du sang. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie que le monde entier nous envie. Mazarine Pinjot, Sophie Norman et Eliette Abécassis. Pendant toute cette émission, bien entendu, vous pouvez réagir sur LGQ, sur hashtag LGQ pour les grandes questions. Alors, on va commencer tout de suite, évidemment, par la grande question sur la fascination qui exercent les théories du complot. Vous avez une idée de pourquoi à ce point le conspirationnisme s'est développé depuis une dizaine d'années ? Je suis pas sûr que ce soit un phénomène si récent. Je crois que les gens... Il y a toujours eu, mais il y a de plus en plus. Oui, mais je crois que c'est assez naturel. Les gens cherchent à comprendre les événements et ont le sentiment, parfois, il faut bien le dire, justifié, qu'on ne leur donne pas toujours les bonnes explications. C'est d'ailleurs ce qui souvent se révèle, mais avec un temps de retard. Mais si le complotisme s'est tellement développé ces dernières années, est-ce que c'est pas à cause de ça, là ? Bien Internet, sûr, l'Internet, bien évidemment, l'Internet est une chambre qui amplifie largement toutes les théories conspirationnistes, et pas seulement, il n'y a pas de modération, pas de contrôle, les gens n'ont pas forcément de grille de lecture pour comprendre ce qui s'y passe, et les jeunes en particulier, ou des jeunes en particulier, peuvent être happés par un certain nombre de théories qui se livrent à eux. Et donc, voilà, nous avons ce constat terrifiant d'un Internet qui peut être pour le bien comme pour le mal. Alors, l'idée de la théorie du complot, c'est quand même que rien n'est arrivé par accident. Hein. Il y a toujours des forces obscures qui ont tout organisé, c'est bien ça. C'est la première grande caractéristique. Évidemment. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Un conspirationniste, c'est quelqu'un qui pense que les événements sont cachés, sont truqués, que l'on nous ment. Et par conséquent, qui reconstruit ces événements un peu à son image. Il va arriver au bout du compte à cette conclusion: à qui profite le crime, comme si forcément il y avait un crime, des criminels derrière, des forces occultes ou maléfiques, et ça peut prendre un caractère totalement obsessionnel. Et il se marre, Bruno Gollnisch, parce que vous n'êtes pas d'accord. Oui, parce que est-ce qu'il faut en conclure que rien n'est jamais caché, qu'il n'y a jamais de crime je crois pas. Je crois pas que M. Nobel nous disait ça. Donc je crois qu'il faut se garder de deux écueils. Le premier, c'est de voir des complots absolument partout. Bon, mais le deuxième, ce serait aussi de stigmatiser ceux qui pensent qu'il arrive quand même que des groupes humains s'agrègent et défendent leurs intérêts d'une façon qui est plus efficace, et elle est discrète, voire secrète. C'est le cas d'ailleurs des États avec leurs services secrets, par exemple. Alors vous, justement, qui êtes très proche des services secrets. Hein. Ah oui, non. Vous avez écrit beaucoup de livres sur la CIA, autour de la CIA. Non, attendez. Alors justement, vous pouvez nous dire, qu'est-ce qui se cache, Alexandre Adler, derrière, par exemple, les attentats des 7, 8, 9 janvier en France ? 7, 8, 9 janvier. Vous vous souvenez des frères Kouachi? Écoutez, pas grand-chose de plus que la décision de l'état-major, d'un état-major, alors là, mondial du djihad, de passer à l'assaut en Syrie et en Irak. À partir du moment où ils ont fait cet acte d'audace extraordinaire, et ils se trouvent encerclés maintenant de tous les côtés, il faut soulager. C'est un petit peu d'ailleurs l'idée qu'avait, toute chose étant égale, parce que là je ne voudrais pas faire cette comparaison de manière indue, mais c'est l'idée qu'avait l'état-major soviétique en 1942, quand Stalingrad était le point culminant, et c'est là que, évidemment, des instructions étaient envoyées un peu partout en Europe en disant: vous devez passer à l'action, vous avez des groupes de partisans, attaquez les Allemands partout, donnez le sentiment qu'ils ne sont en sécurité nulle part. Et une partie des actions menées par les FTP, les plus audacieuses, étaient dues à Stalingrad, mais il l'avait aussi dans la tête. C'était les résistants français qui disaient: il faut faire quelque chose quand on pense que les Russes subissent tous les jours à Stalingrad. Alors, toute comparaison n'est pas raison. Là, c'était une très bonne cause, et celle-là est très mauvaise. Mais évidemment, les djihadistes
dans les différentes cellules dormantes ou pas qui existent dans le monde, ont le sentiment qu'aujourd'hui, Baghdadi joue le va-tout de l'islamisme politique dans une insurrection territorialisée. C'est le patron de Daesh, enfin de l'État islamique. Alors il faut faire quelque chose, il faut l'aider. Et alors là, l'aider, il y a des gens qui se portent volontaires, d'autres qui sont incités à le faire, mais il y a effectivement une circulation. Alors je prendrais le Donc célèbre... pas de complot alors. Oui et non. Mais je prendrais le célèbre mot de Kissinger. Même les paranoïaques ont des ennemis, donc il arrive effectivement que les complots existent. Je dirais que les complots sont inversement proportionnels au degré de liberté politique. Alors, Plus les il y a de la Illuminati, liberté... est-ce que vous les voyez derrière tout ça, par exemple? les Vous voyez, on a une chouette derrière, parce qu'il paraît qu'il y a toujours des chouettes partout. Les Illuminati sont une folie américaine. Oui, c'est un ordre naissante. donc qui a été créé en Bavière en 1776 et supprimé, soi-disant, en 1784, mais il paraît que Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, il paraît que tout le monde est là-dedans. Expliquons-nous en 2 mots. Les Illuminati, c'était une petite tendance maçonnique d'extrême gauche. C'était la première extrême gauche du XVIIIe siècle, créée par un ancien jésuite, Adam Weishaupt, lui-même juif converti, et qui était d'un anticléricalisme virulent. Et ils ont, en Bavière, évidemment, le haut lieu du catholicisme allemand, essayé de recruter des gens pour combattre la religion avec beaucoup d'énergie. Et un beau jour, évidemment, la répression de l'État bavarois leur est tombée dessus, surtout que la Révolution française avait qui venait créer une sensibilité à cela. Ils ont été démantelés et ils sont passés plus ou moins dans les poubelles de l'histoire. Weishaupt lui-même a fait de la prison, puis il en est sorti, puis il n'a plus jamais. Alors aujourd'hui, là, il y avait certainement des adeptes des Illuminati qui ont gagné les États-Unis. Et alors, à partir de là, commence l'idée du complot maçonnique que l'abbé Baruel avait développé au XVIIIe siècle contre la Révolution française. Donc, il y a aussi une franc-maçonnerie américaine qui a pour point de naissance essentiellement les grandes universités et qui initie des gens qui ensuite deviennent une espèce de groupe qui s'empare du pouvoir. Il y en a un autour de la table ici, là. George Bush, par exemple, parce qu'il a fait Yale. Et alors Yale, il y a une association qui s'appelle Skull and Bones, le crâne et les os, qui représente donc un crâne et puis des os entrecroisés, qui est en fait un rite maçonnique traditionnel où on pense à la mort juste avant l'initiation. Et ce groupe, effectivement, qui n'est plus maçonnique, a eu beaucoup d'adeptes, dont on trouve beaucoup de membres dans la CIA et dans l'establishment, dont les Bush, de père en fils. Alors à partir de là, on a l'idée que les Illuminati ont refait surface dans ces fraternités universitaires, qui sont simplement le snobisme américain transposé de la Grande-Bretagne, et que ceux-ci ont pris le pouvoir aux États-Unis et l'ont confisqué évidemment au peuple. C'est toujours l'intérêt. On fait les choses derrière vous. Et vous seriez pas un peu Illuminati, vous les grandes chanteuses, évidemment, ont été recrutées par Skull and Bones. Ça tombe sous sens. Je suis moins savant là-dessus que M. Adler, mais... C'est un vrai livre vivant. Voyez, attendez, on a parlé auparavant, par exemple, des frères Kouachi, responsables de ces atroces assassinats. Voilà un journal que vous connaissez bien, Monsieur Gisbert, ça s'appelle Le Nouvel Observateur. Il ne passe pas pour fanatique du complotisme. Non, je n'est pas d'accord. Alexandre Adler n'est pas d'accord. Attendez, je lis juste une phrase, si vous me le permettez. C'est désormais une certitude. Les tueurs de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher n'ont pas préparé les attentats seuls. Qui les a aidés? Point d'interrogation. Avec quel argent? Point d'interrogation. Quelles armes? Point d'interrogation. Récit exclusif, etc. Ouais, mais attendez, le Mossad n'a rien à voir là-dedans. C'est vraisemblablement c'est l'État islamique qui est derrière. Bien sûr, c'est Daesh. Je ne sais pas. Je vais vous introduire un concept du KGB. Les révélations du Nouvel Observateur. Je dis que c'est une démarche assez naturelle que de se dire que derrière un événement tel que celui-ci, eh bien, il peut y avoir une organisation, des organisations cachées, des justement, intérêts cachés. Justement, on va en venir à vous, Bruno Gollnisch, autour du thème douter. Est-ce que c'est pas déjà être complotiste? Évidemment non. Évidemment non. Le doute est un élément essentiel de la connaissance. La connaissance progresse par le doute, par la libre confrontation des idées. C'est en ce sens d'ailleurs que je suis en désaccord avec M. Knobel qui incrimine Internet. Il y a certainement des excès sur Internet, mais je vais prendre un exemple très concret. Internet permet aussi, éventuellement, de combattre le complotisme. Prenons l'affaire par exemple des attentats de New York. Il y a, à l'occasion de cet attentat du 11 septembre 2001, le problème de l'effondrement de la tour numéro 7
bon, qui n'a pas été frappé par des avions et qui s'effondre d'un seul coup. Un certain nombre de partisans de la théorie du complot disent ça n'est pas possible, techniquement, ça ne s'est jamais vu, vraisemblablement la destruction est intervenue par des explosifs qui ont été cachés, etc. C'est la théorie que je ne reprends pas à mon compte. J'ai cherché à me renseigner sur cette théorie grâce à Internet. J'ai vu la réfutation de cette théorie par la commission d'enquête américaine. Donc, Internet favorise la diffusion peut-être des idées complotistes, mais Internet permet aussi la réfutation des idées complotistes. Ce qu'il faut accepter, c'est la confrontation. Voilà. Mais je n'ai pas dit autre chose. C'est merveilleux de voir défendre la liberté d'expression et le libéralisme. Vous avez raison d'ailleurs, mais je m'en réjouis. J'en ai été un excellent défenseur. Sur l'Internet, vous trouvez de tout. Oui. Absolument de tout. Il y a la réfutation et des thèses opposées, des théories opposées. Donc évidemment que dans cette espèce de très grand espace virtuel, vous pouvez avoir accès à toutes sortes d'informations. Après, il faut faire un tri en fonction de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Il faut aussi avoir une grille de lecture et se défier d'un certain nombre de sites. Et se défier d'un certain nombre de sites. Alors, Bruno Gonet, je vais vous laisser maintenant entre les mains douces mais fermes d'Eliott Abécassis. Alors, sur la question du doute, vous avez été constant dans l'expression de la nécessité du doute. Vous avez dit que concernant les chambres à gaz, il appartenait aux historiens de décider. Vous avez soutenu le négationniste Jean Plantin. Vous avez toujours soutenu Jean-Marie Le Pen sur l'affaire du détail jusqu'à aujourd'hui quand il remet en question l'origine des attentats de janvier, comme vous venez de le faire, puisque vous dites que c'est des organisations... C'est le Nouvel Observateur qui le fait, c'est un journal de gauche plutôt. Non, mais le Nouvel Observateur... De centre-gauche, on peut dire ça. Alors, si on lit le dossier du Nouvel Observateur, il répond parfaitement aux questions qu'il pose et il explique que les frères Kouachi avaient effectivement toute une organisation islamiste qui les a aidés à faire leur... voilà. À votre avis, il s'agit d'autre chose qu'une organisation islamiste, le 7, 8 et 9 Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments. Je regrette d'ailleurs à ce sujet. Vous pensez que ça peut être le Mossad, la CIA, le KGB? Je n'ai aucun élément. Je n'ai aucun élément à ce sujet. Je dis qu'il est assez légitime de poser la question. De poser toutes ces questions. Je vais prendre quand même un exemple qui me paraît assez frappant. Les États-Unis d'Amérique, dont je ne suis pas l'ennemi, et je me réjouis qu'ils soient venus à notre secours en plus d'une circonstance, ont été cependant engagés au cours des 120 dernières années dans 6 guerres. 6. Ces 6 guerres, il faut bien le constater, c'est aujourd'hui absolument prouvé, ont reposé sur un mensonge du gouvernement. On peut partir de la plus ancienne ou de la plus récente. Alors, la plus ancienne, c'est la guerre américano-espagnole qui a commencé parce qu'un cuirassé ancien État américain a explosé, le Maine, sans qu'on sache vraiment pourquoi. L'émotion a été totale, la guerre a été déclarée. Et on pense qu'il y a eu un sabotage du Maine. Voilà. Mais on sait aujourd'hui que ça n'était absolument pas les Espagnols qui étaient responsables de cette explosion, qui est peut-être aussi accidentelle. Ça a permis de faire la guerre à l'Espagne, de mettre la main sur Cuba, sur les Philippines, etc. Pas de complot, ensuite, un accident. La Première Guerre mondiale... Oui, mais un mensonge d'État. Un mensonge d'État, puisque le gouvernement américain impute cela aux Espagnols. Alors, Eliott Abécassis. Alors c'est vrai que le doute fait partie de l'exercice même de la pensée. Descartes nous a montré que c'est le doute qui nous permet d'accéder à la vérité. Absolument. Ce doute même hyperbolique, Descartes va plus loin que vous puisqu'il remet en question sa propre existence. Oui. Cogito ergo sum. Alors justement, à un moment donné, le doute s'arrête chez Descartes. Alors la question c'est, qu'est-ce qui va faire que le doute fécond pour la pensée va faire, tout d'un coup, va basculer dans le fait que la pensée déraisonne, devient folle, manipulatrice ou paranoïaque. Quel est le basculement, quelle est la limite du doute en fait? Je crois que prendre systématiquement le contre-pied de ce qui est reconnu comme une vérité est aussi absurde que de le croire aveuglement.
Voilà ce que je pense personnellement. Je crois que c'est un point de vue assez raisonnable. Donc, Descartes disait, Il n'y a pas de paranoïa. on sort de ça, parce qu'il était bien parano quand même, avec les chapeaux et les mannequins. Les malingénies, les malingénies, et ce puis doute hyperbolique, les hommes qui effectivement. peuvent être des mannequins qui se débossent dans la rue. Enfin, il avait des problèmes. Mais il a trouvé en Dieu, j'ai la certitude de l'existence Voilà. de Dieu, et à partir de là, je peux reconstruire et détruire un peu tous ces cauchemars de la nuit. Mais alors, quand le doute nie le réel, c'est là où il devient Oui. fou, Et bien sûr. psychotique, paranoïaque Et on ne peut plus ou l'arrêter. bien manipulateur. On ne peut Oui, plus l'arrêter. c'est ça. Oui, Et je suis à ce d'accord moment-là avec aussi, vous. l'auteur veut être dans le casting. Oui. C'est-à-dire que tout autour de lui, finalement, c'est la haine qu'il engendre qui est à l'origine du vrai Et la complot. peur. C'est-à-dire Mais- qu'on on a Madame, quelque vous chose- avez tout à fait raison. Simplement, c'est une question de nuance et de positionnement. Moi, je crois simplement que, à notre époque, aujourd'hui, bon, l'excès de crédulité est plus répandu que l'excès de doute. Voilà, mais ces deux visiblement excès pas. sont... Voilà, Visiblement pas. mais- Ouais. J'entends quand même, j'ai l'impression quand même d'entendre une grave confusion dans les propos que vous tenez, parce que qu'il faille exercer son esprit critique, que face à un événement on cherche à comprendre, Oui. et que donc on questionne, comme le fait le Nouvel Observateur, parce que le Nouvel Observateur pose des questions. Oui. Bien sûr, et c'est ça qui fait avancer les choses. C'est d'ailleurs la force également de votre travail d'historien, Alexandre Adler. Donc je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, lorsque ce principe d'esprit critique devient non plus un principe de questionnement, mais un principe de réponse, c'est-à-dire d'explication, là on franchit un basculement. Et c'est là qu'on tombe dans la théorie du complot. Parce que la théorie du complot ne pose pas de questions. Elle prétend apporter des réponses. Mais il y a Et là, quelquefois- il y a une sorte de... Vous savez, il y a quelques années, il y a un essai qui avait été écrit par Cynthia Fleury qui s'intitulait « Les pathologies de la démocratie ». Alors moi, j'y vois, et c'est là que je vois une confusion dans ce que vous dites quand vous rapportez les propos du Nouvel Observateur et que vous dites que finalement, est-ce qu'on est si loin des théories du complot? Évidemment, on en est si loin. On en est aussi loin que l'exercice d'un esprit sain et malsain. Non, mais- L'esprit sain, c'est celui qui questionne. L'esprit malsain, c'est celui qui voit là-dedans un principe généralisé d'explication. C'est-à-dire- Personne non, mais- qui ne questionne pas. Réponse de Bruno Gollnisch. Oui, mais ce que vous dites ne me choque pas particulièrement, mais il est avéré quand même qu'il y a un certain nombre de complots. Pour revenir à un exemple qui est souvent donné comme celui des dérives complotistes, l'affaire du 11 septembre, bon, quand même, la version officielle, c'est qu'il y a eu un complot qui met en œuvre des gens qui se situent à Londres, à Hambourg, qui sont en connexion Et en les uns Afghanistan, en enfin, Afghanistan, en fin de compte, qui sont peut-être subventionnés par certains saoudiens, etc. C'est la version officielle. Donc, en quoi est-ce qu'il serait anormal de se dire, mais derrière ce complot, il y en a peut-être un autre? Je ne sais Ce pas. qui est anormal, par exemple, c'est de dire que tous les juifs qui devaient aller à leur bureau le 11 septembre ne s'y sont pas rendus. Parce que ça a été dit. Oui. C'est-à-dire que de le bouche à oreille, c'est qu'il fallait surtout pas être à Manhattan ce jour-là, à cette heure-là. Bon, ça, c'est bien entendu de la malveillance antisémite et c'est du délire. Bien entendu, ça n'existe pas. Quand il y a Et une où action... on met la frontière, où on met la frontière? Eh ben, À quel moment le doute, qui est effectivement un principe heuristique, qui est par excellence l'arme de la critique, le moment où le doute devient lui-même dogmatique, c'est-à-dire devient une explication du monde, alors on n'est plus du tout dans un esprit critique. Alors on a cet outil qui est l'esprit des Lumières qui devient le dogme par Mais excellence. votre objection ne s'adresse pas à moi, ni à mes Alors, ni à mes excusez-moi, amis. Est-ce que vous avez Attendez, cité le Nouvel attendez. Observateur? Nous ne- Est-ce que je peux- est-ce que- juste- je ne Non, prends vous pas a- systématiquement le contre-pied Ok. de tout ce qui est affirmé. De tout ce qui est Voilà. affirmé, Mais je dis qu'on excusez-moi. doit le Moi, droit d'en discuter. C'est la première voilà. fois de ma vie que je parle avec un négationniste, donc je suis un petit peu émue, vous devriez- je dois vous l'avouer. Oui, c'est faux, excusez-moi, mais on a lu vos propos, etc. Je me demande juste quel est le bénéfice. Et je vous pose une question hyper naïve. Non. Est-ce que vous y croyez Mais sur- vraiment? sur- Est-ce que c'est une Madame, je stratégie suis- politique ou est-ce que vous croyez vraiment que les chambres à gaz, quand même, doivent être Vous- encore vous questionnées m'avez- par les historiens? vous m'avez- vous m'avez- J'aimerais vraiment savoir, j'aimerais vraiment comprendre Vous m'avez- comment faire de la politique en falsifiant l'histoire. Vraiment, je vous pose naïvement la question. Vous m'avez appliqué une épithète qui a servi à me persécuter pendant des années. Bah, Voyez, excusez-moi, attendez, mais vous avez un petit peu donné Attendez. le Non, bâton non. pour vous faire battre. Ah bon, de dire que les historiens doivent faire leur métier, bon, et que Parce les que- gars- parce qu'ils ne le font attendez, pas. C'est un complot contre vous, sans attendez, doute. Attendez, je vous signale qu'effectivement ceci a servi de persécution professionnelle et judiciaire contre moi, que les 11 magistrats de la Cour de cassation
ont décrété que j'avais été poursuivi sur la base d'un montage. Et que même ainsi articulé, mes propos ne tombaient pas sous le coup de la loi. Donc je n'ai jamais... Attendez, donc, je ne vous ferai pas de procès, je vous rassure. Mais l'épithète que vous m'accolez, qui est celle en droit français d'un délit, donc on ne peut pas parler librement de ces questions-là, est tout à fait diffamatoire. Voilà. Vous voyez, si vous alliez aux sources... C'est Marine Le Pen qui a fait le montage. Moi, j'ai juste lu vos propos, vous savez, de manière extrêmement pragmatique. Si vous alliez aux sources, vous sauriez ça. J'ai bénéficié, voyez-vous, d'une cassation sans renvoi devant une autre juridiction. Attendez, est-ce que vous considérez que maintenant... Attendez, c'est extrêmement rare. C'est une institution qui est arrivée pour la première fois dans notre histoire au moment de l'affaire Dreyfus, lorsque rien ne subsiste des accusations contre un prévenu. À ce moment-là, la Cour de cassation casse sans renvoyer. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la Shoah? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre du complot dans la façon dont on en parle? Je ne sais pas. Du complot, non, sans doute pas, non. On en parle, me semble-t-il, à livre ouvert. Est-ce que vous pensez que les historiens ont maintenant à peu près réussi à avoir un consensus là-dessus, ou est-ce que vous pensez qu'on peut encore émettre des doutes? Je crois qu'ils ne sont pas tous absolument d'accord entre eux, mais je ne suis pas, encore une fois, spécialiste de cette question. Vous parlez de Forisson, je suppose, non? Non, pas du tout. Et avec lequel vous avez sûrement correspondu. De la même manière, avez-vous eu plus d'un rapport avec des gens comme M. Alain Soral, que vous taxiez d'excellents essayistes à Villeurbanne lorsqu'il était au Front National? Vous avez rencontré Dieudonné Mbalambala, mais aussi fréquentez-vous M. Chatillon, etc. Je vous rencontre aussi, M. Nobel, avec plaisir. Je rencontre Maître Louis Bloch, qui est représentant du Congrès juif mondial au Conseil de l'Europe. Vous baignez dans un bain et vous n'avez jamais démenti les propos de votre monteur Jean-Marie Le Pen. Mais juste une dernière question. Une dernière question. Puisque non, mais de toute façon, est-ce que je peux poser une dernière question? Je vous en prie. Bon, vous dites, de manière très humble, vous ne vous prononcez pas là-dessus parce que vous n'êtes pas spécialiste. Sur quoi vous pouvez vous prononcer? À moins d'être spécialiste sur beaucoup de choses, sur quoi vous vous prononcez en fait? Non, mais c'est une histoire extraordinairement complexe. Hein. Ce drame des Juifs au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il a eu lieu, j'ai dit qu'il avait eu lieu. Mais écoutez, encore une fois, je me suis expliqué là-dessus. Non, mais là, je vous pose une question qui n'a rien à voir avec vos problèmes judiciaires. Je vous réponds. Je ne mets rien en cause de particulier. Non, je vous demande sur quoi vous êtes spécialiste pour vous autoriser à parler de quelque chose. Je suis assez bon sur l'histoire du Japon. Je suis assez bon sur l'histoire du Japon que j'ai enseigné. Je peux vous parler des crimes de guerre commis par le Japon contre les Chinois, par exemple, au cours de la dernière guerre mondiale, etc. D'accord, donc vous arrêtez sur l'histoire du Japon en termes de discours public. Je comprends tout à fait les objections qui vous sont faites à M. Gollnisch. Je suis contre le fait de le scalper dès lors qu'il nous a dit qu'il n'était pas négationniste, que des tribunaux français l'ont totalement lavé sur ce point-là. Bon, donc c'est pas la peine d'aller maintenant le transformer en mauvais objet. Demandons-lui plutôt qui a monté ce complot pour le discréditer. Est-ce que c'est Marine Le Pen? Parce que ce n'est pas venu de Mme Pinjot. Non, mais je vais vous dire. Non, moi j'ai fait que lire les déclarations. C'est pas venu de personne. Je vais vous dire. Alors, Si, c'est devenu assez curieusement d'une conjonction politique entre le recteur de l'époque, monsieur Morvan, qui avait pris sa carte du RPR pour devenir recteur. Son camarade de promotion de l'école normale, il était RPR avant que le RPR n'existe. Oui, aujourd'hui, c'est l'UMP. Était menacé, semble-t-il, dans sa situation, et qui a trouvé là, comme me l'a dit d'ailleurs le président du Conseil général centriste, qui a trouvé là une occasion sans doute d'être prolongé dans ses fonctions. Car si on l'avait débarqué, eh bien, on aurait dit, ben voilà, on sanctionne le recteur pour donner raison à Gollnisch. Voilà. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est gênée par vous, étant donné qu'elle a une stratégie maintenant de dédiabolisation de l'extrême droite et que vous gênez son discours, son plan de communication en fait?
Madame Abdelaziz, premièrement, je ne me considère pas comme extrémiste. Je crois que je suis un homme extrêmement raisonné, raisonnable, pondéré, prêt à discuter absolument avec tout le monde et à fréquenter tout le monde. Bon, premièrement. Et deuxièmement, je n'ai jamais été partisan de la diabolisation. Personnellement, j'ai toujours considéré que cette diabolisation était injuste. Je suis tout à fait d'accord avec la dédiabolisation. Mais voilà un conspirationnisme qui n'inquiétait personne quand on parlait du Front National, quand on le présentait comme une bête immonde, un mufle hideux, etc. Quand l'équipe de Charlie Hebdo organisait une pétition pour demander son interdiction, sans doute au nom de la défense de la liberté d'expression, les journalistes allant apporter une pétition au ministère de l'Intérieur pour demander l'interdiction d'un grand parti politique. Enfin, il y a bien quand même deux discours. Il y a le discours là de Le Pen père qui est très tendancieux, enfin, plus que tendancieux, et puis le discours votre opinion, Le Pen fille qui est tendance affirmée, même. Qui est gêné par le discours du père et le vôtre. Non, mais on ne fait pas ici la crèmelinologie, si j'ose dire, on fait tout, hein, tout est Front ouvert, National, tout est vous ouvert, savez. tout est La ouvert. montre tautologie. Alors, on va passer à Marc Knopel, qui est historien, qui est lui aussi un livre vivant, parce qu'il a beaucoup travaillé, notamment sur Internet, tout ce qui se passe sur Internet. Il est directeur des études au Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est-à-dire le CRIF. Il a publié L'Internet de la haine, hein, qui est un livre absolument passionnant, parce qu'on se rend compte là, sur le net, il y a un nombre de zarabis, de dingos absolument incroyable. C'est Voyage chez les fous, ça pourrait sous-titrer votre livre. Alors, à quelle théorie du complot êtes-vous le plus souvent confronté dans vos recherches, Marc Knopel? Alors, pour répondre à votre question, j'ai cherché ces derniers jours ce que l'on avait publié sur un certain nombre de sites Internet dont je ne donnerai pas forcément les noms parce que je n'ai pas envie de leur faire de la publicité, autour de théories complotistes. Je voudrais prendre quelques exemples. Sur un certain nombre de sites, on se gausse de ce que le président Maduro a dit il y a quelques jours, selon lequel les Américains auraient voulu bombarder son palais présidentiel, la télévision. Alors lui, c'est le président du Venezuela. Il est un peu particulier. Et également le ministère de la Défense au Venezuela. Sur d'autres sites conspirationnistes. C'est-à-dire, on ridiculise cette non, affirmation. On se demande s'il n'a pas raison. On se demande s'il n'a pas raison. Il a déjà dit que... On le cite abondamment et on cherche autour de ses propos quelques bribes, pense-t-on, de preuves qui prouveraient que les Américains voudraient envahir le Venezuela. Si vous me permettez, Marc, juste pour aller dans votre sens, Maduro s'est déjà distingué il y a quelques mois en disant que les cancers qui ont atteint successivement Hugo Chavez et la présidente argentine ne sont évidemment pas dus au hasard, ni C'est la CIA, c'est la CIA ou le Mossad? C'est les deux qui ont dû... Non mais il est très con quand même, Maduro, on ne peut pas passer... C'est vrai, mais on sait... On serait avec lui, hein. Mélenchon le fait avec grand plaisir, il discute de la situation mondiale et il en tire évidemment des idées. C'est vrai, monsieur Adler, monsieur Knobel, mais on sait aujourd'hui, je l'ai découvert avec stupéfaction, mais ça s'étale partout dans la presse et dans les rapports du Congrès américain, qu'il y a eu une dizaine de tentatives pour empoisonner Fidel Castro. On ne traite qu'aux riches. On n'a pas en l'union. Marc Knobel, si vous me permettez de continuer, sur un certain nombre de sites complotistes, on trouve également beaucoup de commentaires autour des déclarations du tyran soudanais Omar al-Béchir, qui a dit dernièrement, interviewé sur Euronews, que Daesh et Boko Haram étaient financés, soudoyés, instrumentalisés par le Mossad et la CIA. Et là encore, on détaille, de toutes les manières possibles ce qu'il pourrait en être de ces éventuels complots. De la même manière, trouve-t-on sur un certain nombre de sites des questions autour de Charlie pour arriver à la finalité que les attentats auraient pu être instrumentalisés par des services de renseignement et de nommer nommément la DCRI, la Direction Centrale des Renseignements Intérieurs français, et le Mossad israélien. C'est plutôt la famille de Gaulle qui n'a jamais pardonné le bal tragique à Colombey et qui inspire les services secrets, c'est évident. De la même manière, trouve-t-on sur un certain nombre de sites complotistes, ce sont des textes publiés à l'heure actuelle, que j'ai imprimés, trouve-t-on que le FBI paye les djihadistes qui commettent des attentats à l'heure actuelle. On trouve également ce genre de choses. Les médias européens écrivent des histoires
américaine sous pression de la CIA. Donc les médias sont une cible, les journalistes sont une cible dont on nous dit qu'ils détourneraient de la réalité ce que pensent être de la réalité et qu'en plus ils seraient payés et soudoyés par les services secrets américains, israéliens ou je ne sais quoi. On trouve des textes sur la franc-maçonnerie. Permettez-moi de vous lire un extrait dans l'un de ces sites des aberrations, des folies de ce que l'on peut lire. Je cite, « La franc-maçonnerie est une société secrète à la ramification internationale. Elle est une secte satanique qui prend refuge dans vos hôtels de ville. » Imaginez, hein, dans tous les hôtels de ville, je poursuis, il y a un bunker dans chaque grande ville et dans chaque district judiciaire tenu ou construit pour les francs-maçons. Pour vous donner deux autres exemples, en ce qui concerne le domaine de la santé, nous avons sur un site complotiste cette énormité, cette atrocité. L'OMS et l'UNICEF se liguent pour stériliser les femmes kenyanes au moyen d'une campagne de vaccination contre le tétanos. Dernier exemple, et puis j'arrêterai là. Que s'est-il passé sur la Lune? Rien. Paul McCartney serait mort en 1996. Il aurait été remplacé par un sosie. C'est cela le complotisme. Ce n'est pas, attendez, ce n'est pas la faculté que chaque être humain a de douter, de s'interroger, de questionner et de remettre en cause par l'étude et l'interrogation et par la compréhension des événements ce qui doit l'être. C'est une obsession. Mais alors on fait quoi alors, monsieur? Par l'éducation. On essaye, mais bien sûr, par l'éducation. On formate les gens et on leur dit qu'ils ont le droit de les éduquer, c'est les formater. Nous ne sommes pas en Corée du Nord, je vous rassure. Nous ne sommes pas en Corée du Nord, je vous rassure. Nous ne sommes pas en Russie non plus. Par conséquent, on ne fait pas n'importe quoi, on fait confiance aux enseignants pour parler des médias, pour essayer de donner des grilles de lecture aux enfants, pour leur rendre possible la compréhension du monde tel qu'il est. On fait confiance. Cela se fait. Personne ne doute que les enseignants le fassent, mais les enseignants oui, mais les résultats sont médiocres, si je vous en crois. Pas partout, monsieur Gollnisch, enfin. Ils sont sûrement médiocres auprès d'un certain nombre d'électeurs du Front National. Non, mais d'après ce que vous le dites. Je n'en doute pas, mais bon. Bien sûr. Sophie Nordman. Oui, alors Marc Nobel, vous avez fait un gros travail pour mettre en évidence les mécanismes de diffusion des discours de haine, des discours complotistes sur Internet, et vous montrez très bien qu'Internet est un outil privilégié de diffusion parce que c'est facile, ça touche le plus grand nombre, il y a cette viralité qu'on connaît et qui permet le meilleur comme le pire. Et je me demandais en vous lisant si on ne pouvait pas aller un pas plus loin, et c'est une autre manière de poser la question du comment faire qui était posée à l'instant. On présente souvent Internet comme une vaste toile ouverte sur le monde, mais il me semble que Internet fonctionne plutôt comme une multitude de réseaux qui tournent en boucle sur eux-mêmes sans se croiser et sans se rencontrer. C'est quelque chose qu'on voit de manière très visible, par exemple chez les adolescents, mais on pourrait l'étendre à l'ensemble des internautes. Leurs amis sur Facebook sont le plus souvent leurs amis du collège, et finalement ils se relayent tous les mêmes posts, vont tous sur les mêmes sites, comme un réseau qui fonctionne en boucle, et on pourrait l'appliquer. Moi, par exemple, je n'ai jamais reçu de posts complotistes. Je les connais maintenant parce que vous venez de nous en donner quelques exemples, mais je suis sur un autre réseau qui ne croit... Et c'est comme si Internet était finalement une multitude de réseaux qui tournent en boucle sur eux-mêmes et qui créent autant de mondes parallèles finalement, mais qui ne se rencontrent pas, qui ne se croisent pas. Et dans cette mesure, d'abord, est-ce que du coup nous ne vivons pas dans un paradoxe, mais qui est au cœur de la question, nous vivons dans une ère de la mondialisation, mais en même temps une ère d'un parallélisme des mondes qui fait que finalement nous avons perdu le monde commun. Donc est-ce que c'est pas... Et du coup, comment est-ce qu'une parole comme la vôtre peut porter au-delà du réseau dans lequel elle est prise? Je crois que vous avez raison sur l'analyse. Je voudrais donner un exemple. Sur Twitter, par exemple, qui est un réseau social extrêmement utilisé, on parle de 500 millions de tweets échangés chaque jour. C'est énorme. Les abonnés sur Twitter ont tendance à s'abonner à un certain nombre de gens qu'ils connaissent, ou bien à des choses qui les intéressent, ou bien auprès de médias qu'ils ont envie de lire, et ils ne vont donc pas forcément plus loin. Donc les jeunes, ou un certain nombre de jeunes, peuvent être influencés par un certain nombre de lectures, parce qu'ils n'ont pas forcément de grille de lecture
comparative, ils n'ont pas la possibilité de juger, de jauger d'un certain nombre de trucs. Je vais vous donner un exemple. Un enseignant dernièrement m'a dit qu'il avait été frappé parce que lors d'un exposé qui avait été fait en histoire, un élève sur Google, pour ne pas le citer, avait vu référencer les travaux de Pierre Vidal-Naquet, l'historien, et les travaux d'autres historiens, mais aussi les écrits de Robert Forisson. Et que dans son exposé, il lui avait semblé normal de parler de Robert Forisson, non pas de comparer les uns aux autres, mais il portait crédit à ce qui avait été dit. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe, tant l'information se brasse et tant il y a de choses en tant que telles. Il est donc très difficile d'agir sur Internet, surtout qu'en plus, le média Internet a été construit sans règles, sans déontologie. Et ça, c'est absolument dramatique. On a cru créer un monde où il est interdit d'interdire, où tout peut être dit de la même manière. Et surtout, excusez-moi, mais tout est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque à dire des conneries. En plus. En plus. Ça dépend. Enfin, on ne signe pas Je comme connais des gens qui ont été On ne signe pas comme on signe un article, ou comme on signe quand on dit une déclaration, on sait qui parle. Un très grand nombre d'articles postés sont postés anonymement. On ne sait pas quels sont les auteurs. Cela ne fonctionne pas comme dans une rédaction. Oui, c'est la lettre anonyme de l'occupation. Dans une rédaction, M. Gisbert, vous savez très bien comment cela fonctionne. Vous de même, enfin chacun d'entre nous ici, il y a une rédaction, un chef de service. Les choses sont faites d'une manière déontologique, avec une vérification pas toujours, de sources. Pas toujours, c'est vrai aussi. Mais nous l'avons vu avec l'AFP dernièrement. C'est tout à fait exact. Mais en règle générale, il semble que les choses fonctionnent à peu près bien et de cette manière-là. Eliette Abécassis. Alors, Marc Nobel, je voudrais vous poser une question sur les conséquences du complotisme et le passage de la parole à l'acte. Parce que, par exemple, Ilan Halimi a été victime d'une théorie du complot, puisque ceux qui l'ont tué pensaient que les Juifs sont riches et les Juifs s'entraident. Et dans votre livre « Haine et violence antisémites », quand on le lit aujourd'hui, c'est très très troublant parce qu'il y a tout. Enfin, il y avait un moyen de prévoir vraiment tout ce qui se passait concernant l'école, le djihadisme et le web, les manifs qui dégénèrent. Et vous parlez d'une situation explosive et de la France en danger. C'était avant janvier. Alors, le complotisme mène à des actes et à des actes terribles, à des tueries. Comment faire en sorte de surveiller ou d'empêcher la diffusion des théories conspirationnistes, puisqu'on sait maintenant qu'elles ont des conséquences tragiques. En ce qui concerne le meurtre d'Ilan Halimi en 2006, Ilan Halimi a été la victime de stéréotypes qui ont la vie dure, selon lesquels, pour le gang qui l'a kidnappé, il suffisait de kidnapper un juif, on demanderait une rançon et les juifs solidaires paieraient cette rançon. Finalement, les choses ne se sont pas passées ainsi et Ilan Halimi a été assassiné. La question que vous me posez porte sur les stéréotypes. Comment lutter contre les stéréotypes? Je crois en la mission éducatrice de l'école. Je pense que ce genre de choses doivent être vues dans les écoles. Forcément, quand on parle d'inégalité des races, c'est ce que j'entends de temps à autre, on ne peut pas lutter efficacement contre les stéréotypes. Les stéréotypes sont extrêmement dangereux et ils peuvent conduire au crime. Et il importe que les enseignants, les éducateurs, les associations, les politiques, les journalistes reviennent sur la dangerosité qu'il y a avec cette survivance de stéréotypes qui pousse au crime en tant que tel. C'est un vrai travail qui doit être effectué en la matière. Et peut-être une régulation du net? La régulation du net, vous savez, moi je m'en réfère à la loi, malgré ce qu'a pu dire mon voisin de gauche, qui en fait n'est pas vraiment de gauche. Je m'en réfère à la loi existe, elle a été pensée pour rappeler un grand principe. En France, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, mais il vous suffit ensuite de qualifier de raciste ce qui vous gêne. Ce qui vous gêne ou ce qui ne vous convient pas. Et à ce moment-là, évidemment, faites confiance en la justice du peuple français. Je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays. Mais regardez, elle vous a en dépit du fait qu'elle m'est innocentée, mais tardivement. Monsieur Gollnisch, les magistrats ne sont pas au service de quelque intérêt étatique, je crois, et de quelques sociétés secrètes. Vous n'êtes pas au courant, par exemple, de ce que, par exemple, un grand syndicat... Oui, je vais vous informer. Je vais vous informer. Vous voyez, même à mon contact, vous allez beaucoup
beaucoup apprendre. Ah bah, je Vous n'en n'êtes pas au doute courant, par exemple, qu'il y a un grand syndicat de magistrats qui, dans sa permanence, affichait ce qu'ils ont appelé élégamment le mur des cons, à savoir un certain nombre de personnalités qui leur déplaisaient, y compris d'ailleurs les parents, par exemple, d'une jeune fille abominablement assassinée. Vous n'êtes pas au courant de ça. Par exemple, que le syndicat de la magistrature avait comme mot d'ordre... Qu'est-ce que vous en déduisez? Que tous les magistrats procèdent de la même manière? Non, j'en déduis que Que les magistrats de gauche sont tous des criminels? C'est quoi votre problème, monsieur Gollnisch? Non, mon problème, c'est la partialité. Mon problème, c'est la partialité de certains magistrats. Ça existe, ça. Bon, on en vient maintenant à l'homme qui sait à peu près tout sur tout. Oui, oui. Alexandre Adler, essayiste. J'étais quand même sur le mur des cons. Chronique. Vous y étiez? Comment? Bon Dans une vraie rafle avec Attali, Minck et puis voilà. Alors, Alexandre Adler, chroniqueur sur Europe, qui publie donc le califat du sang. J'ai envie de vous poser comme ça quelques petites questions. On va traiter les guerres, parler des guerres. Est-ce que les guerres sont secrètes ou pas? Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que, comme le disent certains complotistes, est-ce que Daesh est un peu allié d'Israël? Non. La réponse est non. Daesh est un mouvement d'une violence et d'un fanatisme extrême, et au-delà même de ce qu'ils pensent des Juifs, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut les éliminer, les génocider, comme ils l'ont fait, ou tenter de le faire avec les yézidis, zoroastriens, ou avec certains Kurdes. Et les chrétiens. Et les chrétiens, bien sûr. Il est très difficile, dans ces conditions, d'entrer en discussion. Maintenant, bien entendu, il peut arriver qu'on arrive à manipuler, mais ce sont des choses beaucoup plus limitées que ce qu'on imagine. Autre question, est-ce que la Turquie manipule Daesh contre les Kurdes, comme ça a beaucoup été dit? En tout cas, ça n'a pas gêné Erdogan de voir Kobané assiégé. Donc le président turc, oui. ça l'arrange l'État islamique à côté. Ils ont une certaine complaisance. C'est plus large que cela. Erdogan et son ministre Davutoglu sont des gens très très proches des frères musulmans, d'autant plus que les dirigeants des frères musulmans égyptiens sont maintenant réfugiés en Turquie et qu'ils font caisse commune, familiale. Donc ils apprécient que Daesh, l'État islamique, zigouille les Kurdes à côté. Oui, bien sûr. Ils n'aiment pas beaucoup Daesh dans le détail, mais pour l'essentiel, c'est un allié. Donc les complotistes ont parfois raison. C'est pas cela. C'est pas un complot. Si vous voulez, voilà, le problème, si je peux répondre à François Olivier, voilà, c'est simple. Les agents de renseignement sont amenés à comploter d'une manière ou d'une autre, c'est une partie de leur travail. Certains, beaucoup d'entre eux, n'ont pas l'intelligence pour comprendre que c'est un aspect tout à fait limité d'une question, et ils donnent à cette affaire une importance extraordinaire, comme celui qui avait écrit « La guerre a été gagnée en Suisse » parce qu'il y avait des réseaux de renseignement en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas gentil pour les fantassins de Stalingrad ou pour les gens du débarquement, et surtout c'est faux. Et ça, c'est les professionnels du renseignement se gonflent et gonflent leur importance de manière très exagérée. Cela dit, bien sûr, il existe des choses qui sont de cet ordre, souvent limitées. Alors, une petite question de ce genre-là aussi. Est-ce que le Qatar et l'Arabie Saoudite financent, aident, appuie Daesh, l'État islamique? C'est la question du nouvel observateur. Pourquoi le nouvel observateur fait-il une page entière sur les complicités, alors que d'habitude il aimait plutôt les théories du loup solitaire qui disaient circuler, il n'y a rien à voir? C'est qu'ils se disent qu'en fouillant, on va trouver des gens qui ne sont pas si loin du Qatar, et comme Nicolas Sarkozy a de bonnes relations avec le Qatar, on va lui accrocher encore ce poisson dans le dos. C'est ça qu'ils veulent. Mais en fait, en réalité, le Qatar est un peu plus prudent depuis la chute du ministre des Affaires étrangères et Premier ministre Ben Jassem, qui était très excité, et ils font des coups en dessous, mais peut-être pas aussi grave que cela. Cela dit, par exemple, à Tombouctou, on a vu des émissaires du Qatar prendre langue avec les djihadistes pour leur proposer une aide. Donc ça peut parfaitement se faire, mais le Qatar est plutôt spécialisé dans les frères musulmans, c'est-à-dire le mainstream de l'islamisme. Les djihadistes, c'est un peu dangereux, mais c'est possible. Et bien entendu, l'Arabie Saoudite, mais là ils ont un alibi en béton armé, ils disent, vous savez, il y a tellement de princes, il y a 28 000 princes en Arabie Saoudite. Beaucoup ont beaucoup d'argent et on ne peut pas les contrôler tous. Il y en a qui font des choses que nous déplorons et qui parfois se retournent contre nous. Alors une partie de cette déclaration est vraie et une partie est fausse. C'est ça où le doute commence. Où commence la vérité de cette assertion et où commencent les mensonges, car on laisse faire. J'ai cru un instant que M. Adler allait accuser le nouvel observateur de conspirationnisme pour nuire à Nicolas Sarkozy. Mais pour revenir à la question sur les guerres, par exemple, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est l'émergence du mouvement écologiste. Bien sûr, il y a des causes réelles, bien sûr, il y a des doctrines. C'est un complot? Eh bien, il est aujourd'hui à peu près avéré
que la matrice des mouvements écologistes, c'est-à-dire les Grünen allemands, ont été très largement organisés en sous-main, financés par les services soviétiques à l'époque, bien sûr, afin de faire pièce précisément à l'installation des missiles. Parce qu'ils étaient pacifistes. Les SS-20, parce qu'ils étaient pacifistes. C'est pour ça que les Verts sont nés, c'est un mouvement social profond. Et effectivement, soviétiques et est-allemands, dans la bataille des euromissiles, ont essayé de faire feu de tout bois et se sont intéressés à eux, mais ça n'est pas pour autant, même Greenpeace a eu un peu d'argent soviétique. Ernu était prêt à vous le dire pour tous les jours, pour s'expliquer. Mais bien entendu, ce n'est pas ça le fond. Alexandre Adler, c'est Mazarine Pinjot qui va vous interroger maintenant. Oui, j'ai l'impression que depuis le début de cette émission, on confond un peu des questions terminologiques, et notamment le complot avec des stratégies géopolitiques ou une lisibilité géopolitique, ce que vous faites admirablement dans votre travail sur le califat du sang, où vous mettez en perspective Daesh avec l'année 43, 42, 43, effectivement le Troisième Reich, où on a l'impression qu'il est au moment de sa flamboyance, alors qu'en réalité c'est le début du déclin. Voilà. Donc c'est un argument tout à fait contre-intuitif, intéressant, et qui permet d'apporter une lisibilité, grâce notamment à votre étude des alliances, certes des alliances secrètes et encore invisibles, mais invisibles parce qu'elles ne sont pas encore sous le feu des projecteurs. Mais est-ce que toute géopolitique n'est pas travaillée de fait par des alliances invisibles? Ce qui ne veut pas dire que c'est des complots. Enfin, je ne vois pas le rapport. Alors prenons un exemple concret immédiat. Il est évident que les Américains et les Iraniens se concertent beaucoup plus qu'ils ne le disent, et que notamment les bombardements iraniens sur Daesh aujourd'hui ne sont pas possibles si les Américains ne sont pas informés. Bon, ça commence à se voir un peu. Bon, mais bien sûr, mais donc on peut mettre ça en rapport avec la démarche désespérée de Bibi Netanyahou qui a fait l'attaque kamikaze au Congrès américain pour essayer d'arrêter l'accord américano-iranien. Mais au fond, et c'est là le problème, cette espèce, c'est le changement de proportion. Que par exemple, il y ait un officier américain qui se concerte avec l'officier d'aviation iranien pour que les frappes soient concertées. Bien. Alors ça fait évidemment une enquête, c'est très amusant. Mais le fond de l'affaire, il est totalement lisible, il est là. C'est que les Américains et les Iraniens estiment aujourd'hui qu'ils ont un intérêt commun à sauver l'Irak actuel et à battre le djihadisme. Et que dans ces conditions, évidemment, s'affronter sur le nucléaire est une distraction dangereuse. Et c'est cela, et là, on n'est plus du tout dans le complot. C'est ça. Car c'est quasiment, c'est lisible à ciel ouvert, ça. Surtout quand on a donné la bombe atomique au Pakistan. Ah voilà, ils l'ont pas donné, mais ils ont été obligés, à partir de l'invasion de l'Afghanistan, de tolérer des choses qu'ils n'auraient pas tolérées autrement. Ça, c'est vrai. Sophie Nordman. Une petite remarque sur les propos de M. Golnisch à l'instant. J'ai bien aimé à propos des écologistes financés par les services secrets russes, le c'est à peu près avéré. Allemand, pardon. Le c'est à peu près avéré. Oui. Et tout à l'heure, pour l'existence des chambres à gaz, les historiens ne sont pas absolument d'accord sur ce point. Voilà, c'est juste pour pointer. Mais je vous signale d'ailleurs que je n'ai pas. Je vous signale d'ailleurs qu'au cours de cette interview qui m'a été tellement reprochée, je n'ai pas parlé des chambres à gaz. Ça n'appelait pas de réponse, c'était une simple remarque. J'ai parlé de toute autre chose, j'ai parlé du massacre de Katyn. Du massacre de Katyn qui a, à Nuremberg, été mis sur le dos des Allemands alors que c'était les Soviétiques. Je rappelle que c'est réponse à la question de Mazarine tout à l'heure. Je ne parlais pas de votre... C'est de cela que j'ai parlé. C'est le procureur soviétique qui a dit ça. Les autres ne l'ont pas suivi, hein, quand même. Les autres ne l'ont pas suivi, mais ce qu'avançaient les Alliés avait nécessairement valeur probante. J'ai dit que, par conséquent, les historiens devaient pouvoir discuter, y compris de ce sujet. Vous pensez que la vérité finit toujours par être... révélé. Oui, et d'ailleurs, je vais rassurer M. Golnisch. La totalité des agents de la Stasi qui avaient été infiltrés chez les Verts, dont un qui avait insulté gravement Daniel Cohn-Bendit, ont été obligés de plier bagages après l'ouverture des archives de la Stasi. Et quand même, le pasteur Gauck, qui a été chargé... Les Stasi qui étaient donc les services secrets allemands. Le pasteur Gauck, qui a été chargé de faire tout ça, de faire l'inventaire pendant 15 ans, était très proche des Verts. Donc non, ce n'est pas les Verts qui étaient une création, ils ont été infiltrés, mais on en a trouvé beaucoup. On a trouvé le président du Parti libéral qui, parce qu'il devait faire avorter sa secrétaire, était allé en Allemagne de l'Est et était devenu un agent est-allemand. Ce n'était pas une infiltration du Parti libéral. Oui. Bref, on a aujourd'hui, effectivement, dans la guerre froide, beaucoup d'affaires comme cela. Ceux qui ont participé se montent du col et vous racontent des choses mirifiques. Et en réalité, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas grand-chose, ça existe.
Alors, le nier, c'est ensuite rendre les gens fous parce qu'ils ont l'impression qu'on leur nie les évidences. Mais en même temps, ça n'est pas fondamental. S'il y a des vers en Allemagne, c'est parce que le problème de l'environnement et le rapport des Allemands à la nature est fort. S'ils ont été utilisés, c'est parce que des gens en Allemagne de l'Est avaient l'habitude de manipuler tous les partis politiques allemands, tous, et que finalement, où ça les a menés? Je disais souvent, quand je faisais cours à l'école de guerre, vous savez, la France a gagné la guerre de 1870. La France a gagné la guerre de 1870 sur mer. Pas un bateau prussien ne sortait des ports allemands en 1870. Malheureusement, les Allemands étaient à Paris. Eh bien, les guerres ne se mènent pas par le renseignement. Elles se mènent sur les vraies guerres. Et on peut avoir tout le renseignement qu'on veut. Ça n'est pas grand-chose. Je dis ça, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui ont passé leur vie dans le renseignement. Il ne faut quand même pas se raconter des histoires. Ce n'est pas eux qui font l'histoire. Quand même, M. Adler, si je puis me permettre, le tournant, par exemple, dans la guerre du Pacifique, un sujet que je connais un peu, la plus grande bataille navale de l'histoire, comme vous le savez, Midway. Bon, eh bien, pourquoi est-ce que la flotte japonaise est surprise par la flotte américaine? On lisait le code pourpre, oui. Voilà, c'est parce que le code pourpre, comme vous le savez, on ne peut pas prendre un point et en faire une explication globale. Il y a un problème de pensée, là, il y a un problème de logique. C'est une pensée métonymique, on ne peut pas prendre le tout pour en faire la partie. Métonymique, c'est quoi, pardon? C'est ça, c'est prendre le tout pour en faire la partie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent pour en faire une explication globale. Le complotisme est une explication totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a une prétention à tout expliquer. Mais l'histoire a des aléas, la vie humaine a des aléas. Il n'y a pas une décision complotiste. Et d'ailleurs, qui mène le complot? Parce que c'est ça la pensée. Il faut expliquer le complot contre les masses populaires, contre les majorités, contre les grandes forces sociales, qui sont quand même le moteur principal de l'histoire. Après, il y a aussi des forces de frottement, des petites choses comme ça qui existent. Eliette Abécassis. Dans votre livre « Le califat du sang », vous montrez qu'il y a une renaissance du califat qui consiste dans le pouvoir spirituel et temporel dans une même personne. Et vous montrez qu'il y a 4 pôles qui risquent de s'unir pour former un califat. Ce qui ressemble quand même un petit peu à un complot. Alors, est-ce qu'il y aurait des faux complots et des vrais complots? Et pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps des faux complots, c'est-à-dire des complots qui n'existent pas, et on ne parle pas finalement des vrais complots? On n'avait jamais entendu vraiment parler de Ben Laden avant le 11 septembre, on n'avait jamais entendu parler de Daesh avant l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des véritables complots, en fait? Bon, dans ce cas-là précis, parce que je n'ai pas de théorie générale, c'est parce qu'on sous-estime la gravité et la puissance du phénomène du fanatisme islamique, c'est-à-dire de l'extrémisme islamique. Pas de l'islam, bien sûr, mais dont d'ailleurs la majorité des musulmans maintenant se rendent compte. Donc l'extraordinaire dynamisme d'un Ben Laden, l'extraordinaire dynamisme d'un Baghdadi qui s'empare des 2/3 du territoire syro-irakien, il est vrai désertique, personne ne l'imaginait. Et ça, c'est une sous-estimation qui n'a rien à voir avec les complots, mais avec le fait de regarder les choses en face. Neville Chamberlain, lorsqu'il pensait que Adolf Hitler, au fond, c'était un politicien allemand classique et qu'en lui donnant un certain nombre de choses, donnant, on allait stabiliser les choses. La faute du raisonnement, il n'avait pas compris Hitler. Nous n'avons pas compris les islamistes et les djihadistes. Les Arabes et les Persans et les Turcs le comprennent mieux. Deuxièmement, eh bien, après quoi, évidemment, on peut, étant donné qu'il y a des complots qu'on ne les explique pas bien, après la machine commence à s'emballer, et là de bonne foi, et on ne sait plus qui est quoi. Mais par exemple, je pense que pour ma part, nous n'avons pas véritablement un complot dans Daesh, mais un mouvement. Et un mouvement qui est porté par le désespoir d'une partie des forces qui ont été djihadistes et qui se sont rendues compte que le printemps arabe, contrairement à ce qu'elles pensaient, ne se faisait pas en leur faveur. Ils ont été foutus dehors en Tunisie, ils ont été foutus dehors en Égypte, et tout d'un coup, évidemment, il y a une énergie terrible qui est le résultat de cette défaite historique. Merci.